Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour parler des tempos. Ça va faire une bonne douzaine d'années que je coach maintenant dans tout ce qui est PPG CrossFit et à peu près 8 ans que j'interviens en jury sur les BPGEPS de fin d'année. Et je constate que on a encore du mal à comprendre les tempos, ce que c'est, l'utilisation que peut en faire et dans quel contexte on peut les utiliser. Alors, il y a déjà des tas de vidéos pourtant qui expliquent très bien ce sujet, hein. Vous avez des super préparateurs physiques et coachs, des Aurélien Bossal-Derval, des Olivier Bolliet, des Guillaume Guillou, des PowerCamp qui expliquent déjà très bien dans ces vidéos-là. Donc, je vous invite aussi à aller voir un peu ce qui se fait dans d'autres vidéos et sur des coachs avec beaucoup d'expérience. Mais voilà, moi, je voulais m'adresser un petit peu aux gens qui sont dans ma salle, dans les gens qui nous entourent, pour les aiguiller un petit peu là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un tempo? C'est moduler le temps qu'on va passer sur une partie d'un mouvement ou dans une position d'un mouvement. Euh, il s'écrit déjà, il y a une convention, c'est que si vous voulez comprendre un tempo, vous allez souvent avoir écrit par exemple du tempo front squat avec 4 chiffres derrière. Par exemple 2-0-2-0, qu'on va souvent dire en 20-20, hein. Quand on dit 20-20, c'est pas 20 secondes, 20 secondes. Et il y a une convention là-dessus, c'est-à-dire que le premier chiffre, quand vous lisez un tempo, c'est toujours la phase excentrique. La phase excentrique, c'est la phase où vous avez les muscles qui s'allongent. Ça correspond à la descente souvent d'un mouvement. Donc par exemple la descente d'un squat, la descente d'une traction, la redescente d'un deadlift, la redescente d'un développé couché. Euh, donc selon les mouvements, la phase excentrique correspond pas forcément à la première partie du mouvement. D'accord. Quand vous faites un squat ou un développé couché, vous mettez en position de départ. Le premier mouvement que vous allez faire, c'est descendre. Donc vous allez commencer par votre phase excentrique. Par contre, si vous commencez par exemple sur un développé debout, un shoulder press, ou par exemple un deadlift, un soulevé de terre, là vous allez démarrer par l'autre partie du mouvement qui est la phase concentrique. Mais par défaut, normalement, le premier chiffre, on dira que c'est toujours la phase excentrique du mouvement. Le deuxième chiffre, c'est la position intermédiaire. C'est une position qui peut être à l'arrêt ou pas, hein, selon le temps qu'on marque, mais c'est la fin de la phase excentrique et c'est avant le début de la phase concentrique. Donc ça peut être le bas d'un squat, ça peut être la position haute d'une traction, etc., etc. Le troisième chiffre, c'est la phase donc concentrique, lorsque les muscles se rapprochent. En général, c'est la phase de remontée, lorsqu'on lutte contre la gravité pour remonter une charge ou son propre poids de corps. Et la dernière partie, on sera donc sur la position en fait, de départ. Donc vous revenez sur votre position de départ et là aussi vous marquez une pause ou pas. Donc si j'ai par exemple un tempo squat qui est utilisé où je vais avoir par exemple le chiffre 3, 1, 0, enfin, X et 1, ça veut dire que je vais avoir 3 des secondes, hein, pas des temps, ce sera des secondes de descente sur la phase excentrique, une seconde de pause en bas. J'ai donné par exemple le X, ça veut dire une remontée la plus rapide possible, mais ça peut être 1 pour dire bah, c'est une remontée normale, 2 pour remonter en 2 secondes, etc. Et si par exemple j'ai 0 en haut, ça veut dire qu'il faudra que je redescende immédiatement sur ma rep suivante sans marquer de pause. Donc déjà, ça c'est la première chose, bien comprendre. Ensuite, comment j'utilise ces tempos-là? Alors, par expérience, de manière générale, lorsqu'on l'utilise dans tout ce qui est, on va dire, musculation, force, renforcement musculaire, PPG, etc., on va utiliser des tempos principalement sur les phases de descente et la pause en bas. Ça va être rare qu'on utilise un tempo ralenti sur la remontée. C'est ce qui est souvent utilisé par exemple dans des gains d'hypertrophie en musculation, en bodybuilding. Donc vous allez souvent par exemple avoir ce que je voyais énormément dans les épreuves de fin d'année des BPGEPS, où on avait des gars qui nous mettaient systématiquement du tempo en 20-20, c'est-à-dire 2 secondes de descente, pas de pause en bas, 2 secondes de remontée, pas de pause en haut. On fait des séries de 8-10 et on est sur un travail typiquement d'hypertrophie. Il y a un stress métabolique important qui se met en place. Euh, ok, et sauf que ça, quand on veut entraîner des personnes pour faire du sport, ça fonctionne pas. On ne peut pas demander à quelqu'un de remonter lentement.
sur la phase concentrique, la plupart du temps, que vous fassiez du crossfit, que vous fassiez du sprint, que vous fassiez des sports co, vous avez besoin d'être explosif, rapide, dynamique sur les phases concentriques, donc ça ne fonctionne pas. Donc de manière générale, on met plutôt du tempo sur les phases excentriques et la position basse. Et on a tendance à éviter de dépasser plus de 5 secondes de cumul de ces deux phases. C'est-à-dire, par exemple, 3 secondes de phase excentrique, 2 secondes de pause en bas, une remontée en un temps ou la plus dynamique possible et une pause ou pas en haut selon ce qu'on recherche derrière. Mais de manière générale, on va mettre plutôt un vrai tempo, vraiment ralentir plus que 1 à 2 secondes sur la redescente et sur et la position basse, mais en évitant de cumuler plus que 5 secondes, ça aura peu d'intérêt ou ça va beaucoup trop réduire les charges pour avoir un réel impact. Sauf dans certains cas. C'est-à-dire que vous avez toujours on va dire, le cadre général, c'est-à-dire de manière générale, quand on s'entraîne ou qu'on est coach et qu'on entraîne d'autres personnes, la plupart du temps, on les entraîne, encore une fois, si vous faites de la PPG, du crossfit, des sports de préparation physique pour des sports, on va souvent rentrer dans ce cadre-là. Mais il y a des cas où ça va être très intéressant de réduire enfin d'augmenter plutôt les tempos. C'est-à-dire on va encore augmenter le temps de descente, pourquoi pas le temps de pause en bas et aussi le temps pour remonter. Les conditions ou les cas dans lesquels on va pouvoir retrouver ça, c'est déjà dans un premier temps tout ce qui va être réathlétisation. Lorsque vous mettez du tempo, c'est-à-dire que vous ralentissez les phases excentriques et concentriques, on va mettre beaucoup plus de tension sur les tissus mous, sur les masses musculaires, que sur les tendons. Donc ça va être très intéressant lorsqu'on est en retour de blessure ou qu'on est dans un contexte un petit peu inflammatoire où on va avoir des douleurs, des tendinopathies, voilà, au niveau des tendons du quadriceps, un petit syndrome fémoro-patellaire, etc. Ça peut être vraiment intéressant à ce moment-là de beaucoup ralentir la phase excentrique, la phase concentrique. Exemple typique, la personne a une douleur au niveau de la rotule, une tendinopathie à ce niveau-là, au niveau du tendon du quadriceps. On ne pourra pas le faire charger ou le travailler sur un rythme normal, par exemple sur des squats. Par contre, un travail, comme par exemple de goblet squat ou de split squat, avec un tempo très lent, par exemple 3, 4, 5 secondes à la descente, 3, 4, 5 secondes à la remontée, sur des séries longues, pas de pause en haut, pas de pause en bas, vraiment tout en contrôle, va permettre de vraiment pouvoir garder une tension mécanique importante sur les muscles, donc de conserver des gains de force, d'explosivité, de masse musculaire, etc. En tout cas, de limiter la perte là-dessus. De solliciter les tendons sans accentuer la tendinopathie ou le syndrome, peu importe, et même de permettre du coup d'avoir une récupération là-dessus. Donc là, on sera dans un cadre, par exemple, en sortie de kiné, on est sur de la réathlétisation, ou alors une personne, voilà, encore une fois, qui s'entraîne de manière générale et commence à avoir ces douleurs, ces blessures qui s'installent. Le tempo, ça va vraiment être une excellente solution. Vous êtes coach, vous avez un groupe classe et dans votre travail de skill, vous avez justement un travail, un 3x3 squat, peu importe, travail de fente. Ne lui donnez pas une option bidon, intégrez-le peut-être au cours, faites-lui faire du squat, mais par exemple, mettez-le en gobelet squat avec une petite kettlebell de 12 ou 16 kg, faites-lui faire 8-10 reps en tempo du 50-50, donc 5 secondes descente, pas de pause en bas, 5 secondes montée, pas de pause en haut. Vous allez voir que ça va vraiment lui chauffer les cuisses, ça va vraiment travailler son gainage abdominal et le contrôle de sa respiration. Et en même temps, on va avoir un travail qui va être intéressant justement au niveau de ses tendons. Donc dans ce cadre-là, c'est vraiment très intéressant. Autre cadre qui va être intéressant aussi, ça va être dans tout ce qui est apprentissage moteur ou correction d'un défaut sur un mouvement. Donc vous avez quelqu'un qui vient, qui ne maîtrise pas très bien les mouvements. Pareil, si vous intégrez ces gens-là dans des groupes classes
où vous tombez sur un 5 x 3, 80% du max, ces personnes-là déjà ne savent pas squatter. Donc faites-les travailler par exemple sur un 5 x 10 classique ou pourquoi pas par exemple sur des 5 x 5 avec un tempo lent. Il y aura une tension mécanique importante. Il y aura un contrôle moteur parce qu'il va avoir le temps dans la descente de ressentir la position, l'ancrage de ses pieds dans le sol, la position de ses genoux par rapport à ses orteils, la position de son buste, la verticalité de son buste, le contrôle de sa respiration. Euh, il va vraiment pouvoir intégrer le mouvement correctement et en même temps il va quand même prendre de la force, hein. Quelqu'un qui n'a jamais fait de squat de sa vie ou qui ne fait pas de force de manière générale, vous lui faites faire un 5 x 5 en tempo lent en goblet squat pendant 2 3 semaines. Au bout d'un mois, il aura pris peut-être 10 kilos sur son squat, alors qu'en fait, il n'aura pas du tout travaillé lourd sur son squat. Juste parce qu'il aura fait du squat, il aura fait les mouvements et il y aura eu de la tension mécanique. Et les tendons auront eu plus de temps aussi pour s'accommoder de ce type de travail. Et l'autre raison on pourra l'utiliser, ça va être quelqu'un justement qui a un vécu dans son activité. Donc un crossfitter qui est là depuis 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, mais qui a pris un défaut sur son mouvement. Euh, les genoux qui rentrent, un affaissement au niveau de la voûte plantaire, une mauvaise activation des fessiers, un mauvais bracing, etc. Euh, Mettez-lui du tempo. Faites-lui contrôler ses descentes, pourquoi pas même ses montées. Faites-lui faire des pauses en bas. Faites-le bloquer en bas pour qu'il ait conscience de l'activation de ses fessiers, pour pas que les genoux rentrent lorsqu'il va remonter. Euh, ça va être très très bon. Et inciter les gens aussi à arrêter de descendre vite sur leur mouvement de force. Parce que les gens pensent tempo systématiquement à vraiment ralentir la charge. Euh, Déjà un tempo, ça peut juste être un contrôle de sa charge. Moi, je vois là, je l'ai encore le cas tout le temps, tous les jours, limite dans les cours, et, on passe notre temps à leur répéter. Arrêtez de descendre aussi vite sur vos squats, sur vos développés couchés, même sur vos deadlifts. Contrôlez vos phases excentriques. Contrôler ne veut pas dire les ralentir. On ne vous demande pas de faire un 3 secondes systématiquement. Mais une redescente d'un squat, enfin une descente d'un squat, surtout quand vous êtes sur un travail lourd, on ne peut pas se laisser aller. C'est au moins 1 seconde et demie, voire 2 secondes. Donc c'est quasiment presque un petit peu du tempo, mais vous devez garder cette tension mécanique dans vos phases excentriques euh, pour pouvoir en fait maîtriser votre charge. Pour développer de la force, il doit y avoir de la tension. La tension, on aura le maximum de tension, c'est dans la descente. Descendez vite, vous avez toutes les chances de faire des erreurs de trajectoire, d'avoir les genoux qui rentrent, d'avoir le buste qui part vers l'avant. Je prends l'exemple du squat. Mais ça pourrait être aussi sur d'avoir un développé couché. Votre barre, au lieu d'aller pile poil au bon endroit au niveau de la poitrine, ça va être trop haut, ça va être trop bas, il y a un coude qui va être décalé, ça va être n'importe quoi. C'est contrôler vos descentes. Arrêtez de vous laisser entraîner par cette charge-là. Vous allez sur du moyen et du long terme pouvoir créer plus de force en contrôlant vos faces excentriques. Vous allez avoir des meilleures trajectoires. Vous allez arrêter d'accélérer une charge qu'à un moment donné vous allez devoir freiner et remonter. Donc je veux dire, à un moment donné, si vous commencez à squatter 160 kg et que vous vous laissez tomber comme une merde vers le bas, ça va être compliqué de la freiner, de remonter sans vous écraser. Et ceux qui le font, qui utilisent du coup forcément un peu un rebond en bas, ils vont arriver sur une amplitude maximale euh, et utiliser le rebond musculaire et presque au niveau articulaire pour remonter. Ça, en fait, quand vous allez commencer à vraiment travailler lourd, vous allez vous blesser. Donc oui, vous pourrez toujours me sortir l'exemple de tel athlète hors norme qui squatte 350 kg en descendant et en remontant avec un, un rebond élastique en bas, ou les athlètes d'haltérophilie qui utilisent ça. Déjà, c'est des athlètes hors normes, donc on ne se compare pas aux personnes, on va dire justement, qui sont hors catégorie, qui ont des qualités physiques exceptionnelles. On se considère avant tout comme des personnes lambda avant de vouloir se considérer comme un cas à part. Et vous ne savez pas le volume de travail de force, de pliométrie, de tout ce qui a été fait avant pour pouvoir en fait supporter cette charge-là. C'est comme si demain vous regardez les gens qui font du parcours, qui se laissent tomber de 3 étages, amortissent en bas et repartent, et vous disant si lui il est capable de le faire, en fait tout le monde peut le faire. Non. Déjà, tout le monde ne peut pas le faire, et en plus, eux sont capables de le faire parce qu'ils ont les qualités physiques pour, et qu'ils les ont développées sur je ne sais pas combien de temps. Et en plus, on ne sait pas le nombre de blessures, de bobologie qu'il peut y avoir pour ça. Donc,
Contrôlez vos descentes, n'utilisez pas le rebond. Et par contre, quand vous commencez à avoir un vécu dans le mouvement de force, par exemple, encore une fois, on va revenir sur le squat. Quand vous commencez à avoir un vécu dans le squat, que vous commencez à avoir un squat à peut-être 2 fois votre poids de corps, que ça fait des années que vous travaillez votre renforcement musculaire, que vous avez un équilibre latéral, antéro-postérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, que vous avez travaillé sur de la pliométrie, là, vous allez pouvoir effectivement aller chercher du rebond en bas des mouvements, mais sur des charges peut-être à 50, 60, 70% maximum de ce max-là, et pouvoir utiliser ce rebond-là et le transférer, par exemple, efficacement dans de l'haltéro ou sur des charges plus lourdes. Mais vous avez le temps d'arriver sur ces niveaux-là, et j'ai envie de dire, une fois que vous arrivez sur ces niveaux-là, prenez conseil auprès d'un coach qui sera peut-être même plus même spécialiste de l'haltéro ou de la force, et qui va pouvoir vous aiguiller sur l'intérêt de le faire, comment le mettre en place. Mais de manière générale, contrôlez vos charges. Vous aurez beaucoup plus de gains et beaucoup moins de risques. Toujours ça, hein, c'est la balance risque-bénéfice. Si à un moment donné, les bénéfices potentiels ne sont pas à la hauteur des risques potentiels et souvent vraiment réels, on ne fait pas, en fait. Vous inquiétez pas, vous pourrez squatter vraiment lourd si vous faites simplement votre travail en contrôlant vos charges, en travaillant votre position, votre technique, vos renforcements musculaires à côté et que vous prenez le temps. Parce que c'est pas en 1 an ou même en 2 ans qu'on devient fort, c'est en bien plus longtemps. Et d'ailleurs, en termes de renforcement, par exemple, les tempos, vous devriez utiliser des tempos quasiment systématiquement dans vos renforts musculaires, presque quotidiennement. Par exemple, la formation de protocole de PM chez Watt est vraiment intéressante à ce niveau-là, où il met vraiment en avant, en plus du travail unilatéral et le rééquilibrage antéro-postérieur, une utilisation quasiment systématique des tempos pour justement avoir un parfait contrôle moteur, une réelle tension mécanique au niveau musculaire et non pas au niveau tendineux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, même si vous ne faites pas forcément tout le temps des blocs de tempo dans vos mouvements basiques, le squat, le soulevé de terre, le développé couché, etc., mettez-le en place dans vos renforts. Vraiment, vous verrez, c'est vraiment mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, classique, hein, le petit like, abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas à commenter pour me faire votre retour. Aussi, s'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à rajouter des liens vers les vidéos d'autres personnes qui auront fait quelque chose par rapport à ce sujet-là, qui permettront de compléter tout ça. Et puis, à bientôt.